Son fils Dima a désormais trouvé une sépulture digne de ce nom, mais elle est loin d'avoir trouvé la paix. Maria pleure tous les jours depuis le mois de mars. Aux côtés de sa mère Alexandre, il nous dira sentir la haine grandir en lui quand il vient se recueillir sur la tombe de son frère. Dima a été tué par des soldats russes, une victime civile parmi beaucoup d'autres. Le cimetière de Boutcha a grandi d'un coup. Cette partie du cimetière est apparue après l'occupation russe. Toutes ces tombes de la route à la barrière là-bas, ce sont les corps des gens qui ont été exhumés, des trous creusés dans les cours et les jardins, comme Dima. Dima avait d'abord été enterré là, dans la cour de leur immeuble. Trop dangereux d'aller plus loin tant que les Russes étaient en ville. Il leur avait même fallu garder le corps pendant 4 jours dans le couloir. Le 5 mars, 15 minutes avant le couvre-feu, mon frère marchait vers la cave pour aller se réfugier et des soldats l'ont juste abattu. Ce jour-là, Alexandre allait aussi nous présenter sa maman, Maria, en état de sidération après l'exécution de son fils et de tant d'autres habitants de sa ville, parfois même sous ses yeux. C'est une rue qui paraît quelconque, une rue comme une autre mais qui restera tristement célèbre, jusque dans les livres d'histoire. Lorsque nous avions découvert la rue Yablonska, elle ressemblait à cela. C'était le 3 avril, un dimanche, et nous étions parmi les premiers civils à entrer dans Boutcha depuis sa libération pour découvrir cette scène. C'est là que nous avions fait la connaissance d'Alexandre. Il passait par là pour venir nourrir les chiens d'un ami, et ces mots allaient rester gravés à jamais dans nos mémoires. C'était comme dans un safari. Ils étaient bourrés et abattaient les gens dès qu'ils les voyaient. 8 mois ont passé. Avec le recul, Alexandre se rend compte à quel point il était déjà traumatisé ce jour-là. On s'est rencontrés au croisement de la rue Yablonska. Les corps étaient là. J'ai souvent repensé à cet instant. Depuis, pour moi, à ce moment-là, c'était devenu presque normal que des gens aient été tués par les Russes. Mais ce qui me gênait, c'est qu'on n'ait pas encore enlevé les corps. J'avais perdu la tête. Comment est-ce que vous avez réagi quand les Russes ont affirmé que c'était faux, que c'était une mise en scène? Personne n'attendait autre chose de leur part. Le mensonge est quelque chose d'absolument ordinaire avec les Russes. Ça faisait 2 ou 3 semaines que les corps étaient là. Ils étaient même recouverts d'une couche de boue et de saleté. Mais la télé russe a affirmé qu'ils avaient été jetés là pour faire une mise en scène. Depuis, Alexandre et sa mère ont choisi de rester à Boutcha, de ne pas quitter cette ville comme ils le peuvent désormais. Mais c'est toujours une épreuve quotidienne pour Maria. Il vient à chaque fois que je pleure. J'ai gardé ce chat parce que Dima voulait le sauver. J'ai d'abord cru que ce serait plus facile avec le temps, mais c'est pire chaque jour. Autour de l'immeuble d'Alexandre et Maria, la neige a recouvert la terre plusieurs fois retournée ces derniers mois. La vie reprend. Ce 3 avril, nous pensions avoir vu le pire. Ce n'était pas terminé. Dans cette cave, nous allions découvrir 5 corps, des hommes, habits civils, les mains attachées dans le dos. Sur place, personne. Les autorités n'avaient pas encore été prévenues. Depuis, la police ukrainienne a mené l'enquête. Une de ses représentantes a accepté de nous rejoindre sur place. La cave se trouve dans un sanatorium pour enfants. En mars, il était occupé par l'armée russe.
C'est le premier endroit où nous avons trouvé un charnier. La policière nous confirme que les hommes ont bien été abattus sur place. On voit ici les impacts des balles. Chaque homme a été tué d'une balle dans la tête. Chacun s'est fait tirer dans les genoux. Tous étaient civils. Donc vous les avez identifiés. Oui. Maintenant, nous savons que tous sont d'Hostomel. Tous étaient des civils. Il y avait un nettoyeur, un plombier, un serrurier, un sans-abri. Mais aucun n'appartenait aux forces armées, à la police ou quelque chose du genre. La police estime que les 5 hommes ne sont pas les premiers à être passés par ici, qu'il s'agissait d'un centre d'interrogatoire. Dans la pièce suivante, vous allez voir les chaises, là où ils emmenaient les gens. Ils les torturaient ici, et ils les asseyaient sur cette chaise et commençaient les supplices. On a aussi trouvé des mégots, des cordes, des balles à côté de cet endroit. On pense que c'est une de leurs salles de torture. La police ukrainienne espère ne pas laisser ces crimes impunis. 422 civils tués pour la seule ville de Boutcha, mais pour l'instant, les suspects sont de l'autre côté de la ligne de front. On a déjà identifié plus de 60 000 soldats de l'armée russe. On sait avec certitude qui était ici sur notre territoire. Et on va trouver tous ceux qui ont commis ces crimes de guerre autour de Kiev. Vous allez les trouver. Je l'espère, oui. Dans un coin de la ville, on a entreposé les restes des voitures qui jonchaient les rues pendant l'occupation. Les voitures de ceux qui tentaient de fuir Boutcha. Parmi eux, il y avait une mère et ses 2 jeunes enfants, morts sous les tirs russes. Ils avaient d'abord été enterrés ici. En avril, nous avions trouvé une croix avec leurs 3 noms. En nous voyant, une femme était venue nous parler, la grand-mère des enfants. Vous voulez me raconter ce qui s'est passé, madame? Ma belle-fille voulait protéger ses enfants. C'est pour ça qu'ils ont voulu quitter Boutcha. Mais ils n'y ont pas réussi. Ils ont été tués. Nous retrouvons sa maison et sonnons chez elle. C'est à nouveau une femme abattue qui va nous ouvrir sa porte. C'est difficile, très difficile. Je n'arrive pas à les oublier, ne serait-ce qu'un moment. Ils sont toujours devant mes yeux. Je ne dors pas la nuit. Son fils nous rejoint. Il marche difficilement. C'est mon fils. J'étais dans la voiture quand on a fui et que les Russes ont tiré. J'ai perdu une jambe, on m'a mis une prothèse. Toute ma famille est morte, moi j'ai survécu. Il a survécu et il continue à le faire, rongé par la haine. Ce n'est plus une vie. C'est une existence, une existence dure. Je suis une personne de bonne nature, mais j'ai des désirs de meurtre. Je veux tuer des Russes. Les traces du martyr de Boutcha sont encore partout à travers la ville, mais la reconstruction est en marche. Dans le quartier du continent, des travailleurs viennent de commencer à refaire le supermarché. L'établissement avait beaucoup souffert des bombardements et des pillages. Mikhaël est chargé de nettoyer les décombres. Il y a encore du travail, mais le supermarché doit rouvrir dans 2 mois, nous dit-il. Il se montre très positif quant au climat dans sa ville. Ça va beaucoup mieux à Boutcha. Les gens revivent, les gens sont davantage contents. Il y a un espoir de vie, alors que ces derniers temps, les gens étaient sombres, déprimés, tristes. C'est dimanche, et les habitants de Boutcha se hâtent de rejoindre l'église Saint-André.
Une église particulière, car c'est à ses pieds qu'a été creusée une gigantesque fosse commune, 116 corps enterrés là, dans le jardin de l'église. La tragédie n'a pas détourné les fidèles. Chaque jour, je chéris le fait d'être en vie. Je me réveille avec la gratitude que mes proches soient en vie. Malheureusement, pas tous. Dans son sermon, le prêtre évoquera cette vie bouleversée ou brisée pour la communauté de Boutcha. Il appelle à aller de l'avant. Personne n'attendait une telle chose. Malheureusement, cette tragédie va désormais nous accompagner. Mais nous devons continuer à vivre. On ne doit pas regarder en arrière en permanence. Le prêtre était là lorsque le charnier a été découvert, lorsque les corps ont été exhumés. Ils sont désormais au cimetière et un mémorial a été installé ici. Le prêtre confie que c'est une souffrance de venir là tous les jours. Pour ne pas faire de cauchemar, j'essaie de ne pas en parler. Vous avez dit tout à l'heure, la vie doit continuer. Comment c'est possible? Pour que ce soit possible, il faut d'abord finir la guerre. La finir avec une paix juste. Et après, on va reconstruire nos vies, mais en mieux. En avril, au bord de la fosse commune, nous avions rencontré Vedim et Tetiana. Le couple recherche alors Denis, leur fils, dont ils sont sans nouvelles depuis plusieurs jours. Il y a un bras qui dépasse avec la manche de la veste. Notre fils avait la même. On pensait l'avoir trouvé. On s'est approché, mais non. Le couple consacre alors toutes ses journées à sa recherche. Nous les avions suivis à travers Boutcha dans leur quête d'information. La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'il avait été brièvement arrêté par les Russes et que ceux-ci soutenaient l'avoir libéré. Dans une telle situation, que penser? Soit ils l'ont enlevé, soit il est mort. S'il était vivant et libre, il serait déjà revenu à la maison. 8 mois plus tard, nous retrouvons Tetiana chez elle. La dernière fois, quand on s'est rencontrés, vous cherchiez votre fils. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non, on ne l'a pas trouvé. On ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Avec qui il est, où il est. On a contacté la police, les services spéciaux, le renseignement militaire est venu, la Croix-Rouge est venue ici. On a frappé à toutes les portes. Personne ne sait rien. 8 mois d'attente, à envisager toutes sortes d'hypothèses, à consulter même des voyants pour le retrouver. En vain. C'est dur de ne pas savoir. Ne pas savoir où il est, c'est comme vivre un cauchemar. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir jusque-là, honnêtement. Ce qui me fait tenir, c'est l'espoir. Le couple continue ses recherches, tout en lui réaménageant une nouvelle chambre, car il se refuse à considérer Denis comme mort. On fait plein de recherches sur Internet. Des nuits durant, on a regardé toutes ces photos de cadavres à Boutcha. On n'a rien trouvé. Ces photos étaient terrifiantes, mais le pire, c'était la peur de trouver mon fils, de l'identifier sur l'une de ces photos. J'avais les mains et les jambes qui tremblaient. L'attente, le doute. Depuis le retrait russe dans la seule région de Kiev, il serait plus de 200 comme Denis à avoir disparu sans laisser de traces.